Vous leur montrez ce qui vous déclenche. Vous leur montrez vos peurs. Vous leur montrez où appuyer. Et certaines personnes, consciemment ou non, utiliseront ce plan pour vous mener exactement là où elles le veulent. Mais voici la vérité. Est l'état émotionnel le plus puissant haine et pas elle ouverture. Ce haine et pas la vulnérabilité. Ce haine est même pas elle empathie de la manière dont la plupart des gens la pratiquent. C'est est la maîtrise. Une maîtrise interne totale et précise de ce que vous ressentez, du moment où vous le montrez et de ce que cela vous coûte. Machiavel a compris cela il y a 500 ans. Les philosophes qui ont faconné le monde moderne, elles, ont compris. Les généraux, les stratèges, les architectes de l'influence à travers l'histoire. Ils ont tous compris une chose, que la personne moyenne N a toujours pas saisi. Votre émotion est soit votre arme, soit votre faiblesse. Il n'y a pas de juste milieu. Aujourd'hui, je vais vous donner 7 mises à jour mentales, tirent des principes les plus profonds de l'intelligence froide, qui changeront la façon dont votre esprit fonctionne sous la pression, face à la manipulation et sous le poids de votre propre monde intérieur. Vous n'allez pas perdre vos émotions. Vous allez acquérir de l'autorité sur elles. Numéro 1. Réduisez le pic, élargissez l'esprit. Chaque fois que vous perdez votre sang-froid, même légèrement, vous devenez plus stupide. Pas de facon permanente. Mais dans ce laps de temps, l'écart cognitif entre vous et quelqu'un de calme est mesurable, réel et significatif. Les neurosciences sont brutales à ce sujet. Lorsque votre système émotionnel s'emballe, que quelque chose touche cette corde sensible, que le pic arrive, la partie rationnelle de votre cerveau ne ralentit pas. Elle est physiquement écartée. Les ressources sont redirigées. Elle, esprit rationnel, et rationne. Et elle, esprit réactif, la partie archaïque programmée pour la survie, prend le relais. Ce haine est pas une faiblesse. C'est et simplement ainsi que la machine a été conçue. Mais voici ce qu'il faut savoir sur les machines. Elles peuvent être reconfigurées. La plupart des gens vivent avec ce que j'y appelle un câblage émotionnel à grande amplitude. De gros déclencheurs, des pics élèves, de longs temps de récupération. Quelque chose se passe. La vague arrive. Elle est énorme. Elle balaye tout sur son passage. Et ensuite, il passe heure, la journée ou la semaine suivante, à nettoyer ce que la vague a détruit. La compression émotionnelle et l'entraînement délibéré et systématique à une amplitude étroite. La vague arrive toujours. Vous la ressentez, mais sa hauteur et son étendue se réduisent. Et à l'intérieur de cette compression se trouve quelque chose d'extraordinaire. De la marge de manœuvre, de l'espace mental, une capacité cognitive que le pic avait l'habitude de consommer. Voici comment construire cela concrètement. L. Erreur que presque tout le monde commet est d'essayer de pratiquer la compression alors que le pic est déjà massif. C. Est comme apprendre à nager en étant jeté dans l'océan en pleine tempête. Vous construisez d'abord cela dans des eaux calmes. Commencez à traquer les micro-irritations, les petites choses, ce qui vous agace légèrement, la frustration mineure, la toute petite impatience. Chacune de ces choses est une répétition d'entraînement. Lorsque ce petit pic arrive, faites une pause. Pas un blocage dramatique, juste une respiration. Un seul battement d'espace entre le sentiment et la réponse. Ce battement N est pas rien. Ce battement C est tout. Dans cette seule seconde, votre cortex préfrontal peut revenir dans le jeu. Votre esprit rationnel se reconnecte. Et au lieu que le pic ne décide de la suite, c'est et vous qui décidez. Faites cela 50 fois dans de petits moments, et quelque chose se restructure. Quand le grand moment arrivera, car il arrivera, votre système nerveux aura déjà pris le pli. La pause est déjà programmée. Le pic arrive toujours, mais il trouve un système qui sait quoi en faire. Voici le véritable changement. Le sang-froid N est pas l'absence de sentiment. C est la maîtrise de l'amplitude. Les personnes les plus imperturbables de l'histoire N étaient pas de nuées d'émotions. Elles étaient émotionnellement immenses à l'intérieur. Elles ressentaient les choses profondément. Elles refusaient simplement de laisser la profondeur du sentiment déterminer la taille de la réaction. Machiavel a dit un jour que le lion ne peut se protéger des pièges et que le renard ne peut se défendre des loups. Il faut donc être un renard pour reconnaître les piges et un lion pour effrayer les loups. La part du renard, celle qui lit les piges, exige un œil calme. Un œil calme exige un système nerveux compresse. Vous ne pouvez pas voir clairement à travers un pic émotionnel. Moins de bruit émotionnel équivaut à plus de puissance de traitement. Commencez petit. Développez ce réflexe. Maîtrisez votre amplitude. Laissez cette affirmation dans les commentaires. Je compresse. J'aime élargi. Numéro 2.
le découplage cognitif. Laissez-moi vous montrer quelque chose que votre cerveau fait à chaque instant de chaque jour sans vous demander la permission. Quelque chose se passe, et n'importe quoi. Un regard que quelqu'un vous lance, un silence qui dure trop longtemps, un résultat inattendu, une porte qui se ferme, un mot prononce sur le mauvais ton, et avant même que cette chose ne soit complètement assimilée, avant même que les données N aient fini d'arriver, votre cerveau a déjà écrit elle, histoire, a déjà attribué une signification, a déjà décidé ce que cela dit sur vous, sur eux, sur le monde, sur votre avenir. Cela se produit en quelques millisecondes, et au moment où votre esprit conscient rattrape son retard, l'histoire vous semble être un fait établi. Ce n'est pas de l'intelligence émotionnelle, c'est et de la saisie semi-automatique émotionnelle. Votre cerveau prend des données incomplètes et comble les vides avec votre histoire, avec vos blessures, avec vos peurs, avec chaque moment passe qui ressemblait à celui-ci. Et ensuite, il vous remet l'histoire terminée comme est-ce il l'avait trouvée, et non construite. Le piège est invisible car l'histoire semble toujours vraie, surtout lorsqu'elle est négative, surtout lorsqu'elle confirme quelque chose que vous croyez déjà secrètement sur vous-même ou sur le monde. Le découplage cognitif est la pratique qui consiste à briser cette automatisation manuellement, délibérément, à chaque fois. Le principe est simple. Événement et interprétation sont deux choses entièrement séparées. Événement a des coordonnées. S'est produit à ce moment-là, à cet endroit, avec ses faits observables. Interprétation est une construction, votre construction. Et comme toute construction, vous pouvez choisir de ne pas la bâtir tant que vous n'avez pas de meilleurs matériaux. Lorsque quelque chose se produit et active votre système émotionnel, arrêtez-vous au fait. Juste le fait. Ce qui est et littéralement et objectivement passe, pas ce que cela signifie, pas ce que cela veut dire, pas ce que cela implique, ce qui est et passe dans le langage le plus dépouille et le plus neutre que vous puissiez utiliser. Une fois que vous avez le fait, ne vous précipitez pas sur interprétation. Au lieu de cela, demandez-vous quelles autres explications pourraient exister pour ce même fait, non pas pour vous sentir mieux, non pas pour éviter des vérités difficiles, mais pour rester précis, parce que votre première interprétation, celle que votre cerveau génère automatiquement, est rarement la plus précise. C'est et la plus rapide. Rapide et précis ne sont pas la même chose. Loin de là. La deuxième question que vous devez vous entraîner à poser est celle-ci. Quelles sont les variables réellement en jeu ici? Pas qu'est-ce que cela signifie à mon sujet. Cette question est un piège. Elle réduit une situation extérieure complexe à un verdict personnel sur votre valeur, votre compétence, votre trajectoire. Elle transforme les données en jugement. Quelles sont les variables en jeu vous maintient dans un cadre analytique. Cela traite la situation comme un système à comprendre plutôt que comme un miroir à craindre. C'est ici que l'intelligence froide commence réellement à se former, pas dans les grands mouvements stratégiques. Juste ici, dans ce micro-moment, dans l'espace entre événement et interprétation, où la plupart des gens effondrent automatiquement, et où esprit entraîne, choisit de rester debout et d'observer. Lorsque vous découplez de manière cohérente, vous cessez d'être à la merci de votre propre machine narrative. Vous commencez à voir les situations avec la clarté de quelqu'un qui n'a jamais été empêtre dans l'histoire au départ. Et cette clarté vaut plus que presque importe quel autre atout mental que vous pouvez développer. Numéro 3. La superposition des résultats. Il existe un type d'intelligence spécifique qui sépare les personnes qui faconnent les résultats de celles qui y réagissent. Ce n'est pas le quotient intellectuel. Ce n'est pas le talent. Ce n'est même pas l'expérience au sens conventionnel du terme. C'est la capacité de faire avancer le temps, de prendre un seul point de décision et de le suivre, non pas seulement jusqu'à ce qui se passe ensuite, mais jusqu'à ce que cela crée, et ce que cela crée après cela. 3 couches minimum, parfois 5, parfois plus. Esprit moyen, vit dans la première couche. Quelque chose se passe. Ils répondent. La réponse est dictée par ce qui semble juste, ce qui semble satisfaisant, ce qui soulage la pression immédiate du moment. La réflexion de première couche est, option par défaut. Et le problème avec les options par défaut, c'est qu'elles sont conçues pour des situations moyennes, pas pour les situations qui déterminent réellement la direction de votre vie. La superposition des résultats est, l'habitude délibérée, d'analyser, ensemble avant d'agir. Première couche, que se passe-t-il immédiatement après que je fasse ce mouvement? Deuxième couche, qu'est-ce que cela crée dans la courte fenêtre qui suit? Troisième couche, quel schéma cela établit? Est-ce que ce schéma attire ou repousse avec le temps?
C est à la troisième couche que presque tout le monde est aveugle. Parce que la troisième couche ne semble pas liée à la décision sur le moment, la chaîne de causalité est trop longue pour que l'instinct puisse la retracer. Mais elle est réelle et elle est impitoyable. La décision que vous prenez dans un moment de pression émotionnelle N est pas seulement ce moment. C est un signal. C est un schéma. C est un précédent que votre système nerveux établit et un précédent que le monde qui vous entoure enregistre. La troisième couche est, elle, endroit où vous payez pour les raccourcis de la première couche, parfois des mois plus tard, parfois des années, de manières qui semblent sans rapport mais qui ne le sont pas. Voici l'entraînement. Avant toute décision prise sous pression émotionnelle, exécutez cette séquence silencieusement. Si je fais cela, que se passe-t-il ensuite? Et après quoi? Et ensuite quoi? Cela prend 30 secondes. Cela ne vous coûte rien. Et cela permet de repérer les décisions qui semblent justes à la première couche, mais qui détruisent quelque chose à la troisième couche avant que vous ne les preniez. Le délai stratégique, la pause, l'attente, le refus de se précipiter N, et pas de L hésitation. Ne laissez personne vous vendre l'idée que agir vite est toujours une force. Agir vite sous l'emprise de l'émotion est la façon dont les personnes brillantes font des choix catastrophiques. Le délai stratégique est une arme. Il vous donne le temps d'analyser les différentes couches, il force la situation à se développer davantage, ce qui révèle toujours plus d'informations, et il signale quelque chose à tous ceux qui regardent. Cette personne N agit pas par impulsion. Ce simple signal change la façon dont les gens vous abordent. Machiavel a dit un jour que quiconque désire un succès constant doit changer sa conduite avec son temps. Le mot-clé est désirer, pas réagir, pas trebuja. Le désir est l'intention, la conception. Vous ne pouvez pas concevoir vos résultats si vous réagissez à chaque instant. La superposition des résultats est la façon dont vous passez de la réaction à la conception. Et l'intelligence froide pense en couche temporelle, pas en instant. La personne qui peut supporter l'inconfort assez longtemps pour voir la troisième couche naviguera presque toujours mieux que la personne qui a agi par impulsion à la première. Numéro 4. Arrêtez d'entendre des mots. Commencez à voir l'architecture. La plupart des gens écoutent. Ils traitent ce qui est dit. Ils répondent au contenu de ce qui leur tombe dessus. Et il manque presque tout ce qui compte vraiment. Parce que sous chaque interaction, sous chaque conversation, chaque tension, chaque changement soudain d'énergie, il y a une structure, un ensemble de forces que personne ne nomme, mais que tout le monde ressent. Les motivations, la hiérarchie, la peur, l'ambition, la rarette, le timing, l'histoire, les moyens de pression. Ces forces façonnent tout ce qui se passe à la surface. Les mots ne sont que les vagues. La structure est le fond de l'océan. La perception structurelle est la capacité entraînée à voir le fond de l'océan pendant que les autres regardent les vagues. Lorsque quelqu'un vous défie, lorsque quelqu'un change soudainement de position, lorsque quelqu'un qui était chaleureux devient froid, lorsqu'un accord se dissout de manière inattendue, l'esprit non entraîné se demande ce qu'il a fait de mal. Il se tourne vers elle intérieure. Il cherche une faute personnelle. Il transforme la situation en une question d'émotion. Et l'esprit forme à la structure se demande ce qui a changé dans le système. Que est ce qui a changé dans leur motivation? Quelle menace est apparue? Quelles nouvelles informations ont-ils reçues qui ont modifié leurs calculs? Où se situe ce moment dans la géométrie plus large de ce qu'ils protègent ou poursuivent? Ce ne sont pas des questions cyniques, ce sont des questions précises. Elles considèrent les gens non pas comme irrationnels, mais comme des agents rationnels opérant sous des forces qui leur sont souvent invisibles à eux-mêmes. Comprendre ces forces ne fait pas de vous un manipulateur. Cela vous rend précis. Voici à quoi ressemble réellement la perception structurelle une fois qu'elle est construite. Vous entrez dans une pièce et vous lisez les positions, pas les visages. Qui a quelque chose à prouver ici? Qui agit par peur du manque? Qui détient un moyen de pression qu'il n'a pas encore montré? Qui joue la confiance pour cacher sa peur? Le contenu de la conversation devient secondaire, presque comme des sous-titres dans une langue que vous comprenez déjà, défilant sous les véritables informations que vous absorbez. Vous cessez d'être surpris par les changements parce que vous regardiez les intérêts, pas l'amitié. Vous cessez d'être déstabilisé par les provocations parce que vous pouvez voir à quoi elles sont liées et ce qu'elles demandent réellement sous le défi apparent. Entraînez-vous à cela dans chaque interaction importante. Posez-vous 3 questions avant de répondre au contenu. Que doit protéger cette personne en ce moment? Qu'ont-ils besoin de gagner? Que représente-je pour eux à cet instant? Une ressource? Une menace? Un allié? Ou un obstacle? Répondez à ces 3 questions
et le contenu de ce qu'ils disent devient une carte, pas un labyrinthe. Vous savez où vous êtes. Vous savez ce qui se négocie réellement et vous pouvez répondre à la vraie question, pas à sa surface visible. Paraissez calme, étudiez la structure, bougez stratégiquement. Numéro 5, l'exercice de neutralité de 72 heures. Pendant 72 heures, vous appliquez une seule règle à chaque décision chargée d'émotion. Elle attend. Tout ce qui semble devoir être résolu immédiatement, ça attend. Tout ce qui produit une montée d'urgence dans votre poitrine, qu'attend. Tout ce que votre esprit réactif qualifie de crise, attend au moins un instant, un souffle, une pause délibérée avant que vous n'agissiez. Vous ne fuyez pas, vous n'évitez rien, vous effectuez un test. La question du test est la suivante. Cette urgence est-elle réelle ou est-elle fabriquée par mon état émotionnel? L'urgence réelle est externe et objective. Un bâtiment est en feu, quelqu'un est en danger. Une action urgente est requise par des forces extérieures à votre système nerveux. C est ça, une véritable urgence. Répondez Y. Mais la plupart de ce que votre esprit qualifie d'urgent N est pas cela. La plupart du temps, C est une pression émotionnelle déguisée en pression temporelle. Le besoin de répondre immédiatement parce que ne pas répondre semble intolérable. Envie de résoudre quelque chose tout de suite parce que vivre avec incertitude est inconfortable. Impulsion d'agir parce que action donnait l'impression de contrôler, même si ce n'est pas le cas. C est une urgence fabriquée. Et l'urgence fabriquée est la façon dont les esprits réactifs se font manipuler. Pendant ces 72 heures, la deuxième étape de l'exercice est l'observation sans suppression. C est la partie que la plupart des gens comprennent mal. Vous n'essayez pas de ne rien ressentir. Vous n'essayez pas de repousser l'émotion, de l'écraser ou de jouer le détachement. Lorsque la charge émotionnelle arrive, laissez-la arriver. Ressentez-la. Remarquez exactement où elle se loge dans votre corps. Remarquez la pensée qui la suit. Remarquez l'histoire que votre esprit veut y attacher. Et ensuite, ne lui obéissez pas. L'observation sans obéissance. Cette distinction est essentielle. Vous n'êtes pas émotion. Vous êtes entité derrière l'émotion, qui la regarde traverser. Lorsque vous vous entraînez à rester dans cette position d'observateur, à recevoir le signal sans le traduire immédiatement en comportement, quelque chose dans l'architecture de votre esprit commence à changer. L'émotion cesse d'être perçue comme un ordre. Elle commence à être perçue comme une donnée. Et les données peuvent être évaluées, pesées, mises de cote, utilisées lorsqu'elles sont pertinentes, écartées lorsqu'elles ne le sont pas. Machiavel a dit un jour que c'est un double plaisir de tromper le trompeur. Le premier trompeur dans votre vie N est pas quelqu'un de extérieur. C est votre propre esprit réactif. La partie qui vous convainc que l'urgence est réelle, que la réponse immédiate est la bonne, que votre première interprétation est la plus précise. Lorsque vous apprenez à voir à travers cela, lorsque vous pouvez observer vos propres réactions sans être gouverné par elles, vous avez de jouer le trompeur le plus fondamental auquel vous serez jamais confronté. Après 72 heures, la plupart des gens rapportent la même chose. Non pas que les émotions aient disparu, mais que la traduction automatique de l'émotion au comportement, le canal qui fonctionnait auparavant sans consultation, a développé une valve, un point de pause, un endroit où vous pouvez intervenir. Cette valve est la désobéissance émotionnelle. Et une fois installée, elle ne disparaît plus. Laissez cette affirmation dans les commentaires. Je ressens, je choisis. Numéro 6. L'architecture du levier stratégique. Passons maintenant au jeu extérieur. Vous avez construit une infrastructure interne. Parlons maintenant de la façon dont cette infrastructure se déplace dans le monde. La plupart des gens appliquent la force face au problème. Une force frontale, linéaire et directe. Ils voient de la résistance, ils poussent, ils voient un chemin bloc. Ils poussent plus fort, ils voient un conflit, ils l'affrontent de front. C est intuitif. C est aussi presque toujours inefficace. La force rencontre une force opposée. Plus vous poussez fort, plus la résistance S organise. Et si la résistance est structurelle, si le problème N n'est pas un obstacle en surface, mais une dynamique profondément ancrée, aucune quantité de force directe ne le ressoudra. Vous vous épuiserez à faire pression contre quelque chose qui se reforme simplement derrière la pression. L'architecture du levier stratégique est la pratique consistant à changer complètement les règles du jeu. Au lieu d'attaquer le problème visible, localisez le point structurel en dessous, l'endroit où un effort minimal produit un changement maximal. L'angle où la propre géométrie du système joue en votre faveur.
Le nœud du ressaut ou un mouvement bien place modifie les conditions pour tout le reste. Chaque situation a ses nœuds. La plupart des gens ne les trouvent jamais car ils sont trop occupés à pousser à la surface. Voici comment commencer à les voir. Lorsque vous faites face à une résistance de quelque nature que ce soit, arrêtez-vous. Ne poussez pas encore. Demandez-vous ce que cette résistance protège. Parce que la résistance N est presque jamais aléatoire. Elle existe parce que quelque chose sous la surface est menace par ce que vous essayez de faire. Quelque chose doit rester stable. Rester en sécurité. Rester dans sa position actuelle. Identifiez cette chose. Une fois que vous voyez ce que la résistance protège, vous avez le véritable problème entre les mains, pas le symptôme. Et souvent, le véritable problème peut être résolu sans affronter directement la résistance. Vous vous attaquez à ce que la résistance protège, et la résistance ayant perdu son but, se dissout d'elle-même. C est le principe de l'effort minimal pour un résultat disproportionné. Il ne s'agit pas d'en faire moins. Il s'agit de faire la bonne chose au bon endroit. L'artisan ne sculpte pas la pierre en la fracassant. Il trouve la veine et la suit. La structure fait le travail. Vous appliquez simplement la force là où la structure la demande déjà. L'inintelligence froide, machiavélique, opère ici. Pas dans les confrontations dramatiques, pas dans les démonstrations de force, mais dans l'identification calme et précise de l'angle qui rend la force inutile. Ce n'est pas de la passivité. Ce n'est pas de l'évitement. C'est et de l'intelligence appliquée au niveau structurel plutôt qu'au niveau superficiel. Et lorsque vous opérez de cette façon, les résultats sont constamment disproportionnés par rapport à l'effort visible, ce qui est exactement l'impression que cela devrait donner à quiconque regarde. Numéro 7. Le compromis psychologique. Passons à la partie que la plupart des gens sautent, la partie qui sépare les personnes qui vivent réellement cette transformation de celles qui la comprennent intellectuellement puis retournent discrètement à ceux qui leur est familier. Lorsque vous construisez ce que nous avons vu dans cette vidéo, quelque chose change en vous qui n'est pas entièrement confortable, et vous devez le savoir avant que cela n'arrive. Pas âpre. Voici ce qui se passe réellement. Votre perception accélère. Vous commencez à lire les situations à un niveau auquel la plupart des gens autour de vous n'ont pas accès. Les dynamiques structurelles deviennent visibles. L'urgence fabriquée dans la communication des autres devient évidente. Les récits automatiques qui motivent la plupart des comportements humains. Des récits que les gens exécutent de manière complètement inconsciente. Vous pouvez les voir clairement. Et une forme spécifique de solitude accompagne cette lucidité. Pas la solitude de ne pas être ou désir. La solitude d'être dans une pièce où vous analysez les choses à une profondeur que aucune autre personne présente n'atteint. Où vous effectuez une analyse de troisième couche alors que la conversation en est encore à la première. Où vous pouvez anticiper 3 coups d'avance dans une situation que les autres traitent comme il n'y en avait qu'un seul. Ce fosse entre votre perception et celle de la plupart des gens autour de vous crée une sorte de silence intérieur, une distance. Cela ne ressemble pas à de la supériorité. Cela ressemble à une difficulté de traduction, comme si vous parliez couramment une langue que personne d'autre dans la piste ne comprend. C'est l'isolement cognitif. Et la plupart des approches sur les intelligences émotionnelles en parlent pas, car la plupart ne construisent pas réellement cette profondeur. Elles construisent l'expressivité. L'expression est sociale. Ce que nous construisons est interne, et le développement interne a un coût. Il est solitaire, et ce n'est pas tout. Lorsque vous cessez de simuler l'émotion pour obtenir l'approbation sociale, lorsque vous cessez de réagir visiblement pour que les gens se sentent valides en vous lisant, certaines personnes se sentiront perturbées par votre nouvelle version. Non pas parce que vous êtes devenu froid ou méchant, mais parce que vous êtes devenu moins déchiffrable. Et les humains sont profondément mal à l'aise avec ce qu'ils ne peuvent pas déchiffrer. Certaines relations se restructurent. D'autres se dissolvent. Celles construites sur votre prévisibilité, votre réactivité, vos anciens schémas, celles-là pourraient ne pas survivre à cette évolution, et est une perte réelle, pas théorique. Mais voici comment recadrer les choses. Et cela est important. L'isolement cognitif est pas permanent. C est le fosse entre deux versions de vous-même. Le pont entre la personne que vous étiez et celle que vous vous entraînez à devenir. Sur ce pont, tout semble inconnu, parce que sale vous avez quitté une piste, et n'était pas encore tout à fait arrive dans la suivante. Cet espace de transition est inconfortable par définition. Ce est pas un signal que vous allez dans la mauvaise direction. C est le signal que vous allez réellement quelque part, lorsque la nouvelle architecture se stabilise,
lorsque la compression, le découplage, la superposition des résultats et la perception structurelle deviennent automatiques plutôt que laborieux, et l'isolement se dissipe, non pas en devenant moins perceptif, mais en trouvant votre niveau, en gravitant vers des personnes qui opèrent à cette profondeur, vers des situations où cette architecture est un avantage plutôt qu'un décalage. L'isolement N est pas une perte. C est une transition. Traversez-la. Si cela touche quelque chose de vrai en vous, si vous avez ressenti ce changement en regardant, ne l'ignorez pas. Aimez la vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Abonnez-vous si vous êtes prête à aller plus en profondeur. Nous ne traitons pas de motivation superficielle ici. Nous analysons comment l'esprit fonctionne réellement et comment le maîtriser. Le fosse entre là où vous êtes et là où vous pourriez être N est pas lié au talent. Ce N n'est pas une question de timing. Ce N n'est pas de la chance. C est de savoir si vous gouvernez votre esprit ou si votre esprit vous gouverne. Vous savez déjà quelle option vous choisissez. Salut les guerriers. Vous pensez avoir le contrôle en ce moment. Vous pensez que les décisions que vous prenez, votre façon d'agir, votre manière de réagir aux événements, vous pensez que c'est vous qui choisissez. Ce n'est pas le cas. Il y a une version de vous qui fonctionne en pilote automatique. Une version qui se déclenche avant même que la pensée ne se forme, qui tressaille avant que l'esprit ne comprenne, qui agit chaque jour, non pas par intention, mais à cause d'un câblage invisible qui a été installé bien avant que vous ne soyez en âge de le remettre en question. Et le plus terrifiant, est que vous ne le voyez pas se produire. Est exactement le but du système. Et le monde vous a dit que était normal, plus que normal. Il vous a dit que était sain. Il vous a dit de tout ressentir, de tout exprimer, de tout relâcher, d'être authentique, d'être à vif, d'être ouvert. Plus votre monde émotionnel était bruyant, plus il disait que vous étiez intelligente émotionnellement. Mais voici ce que personne ne vous dit. Si l'intelligence émotionnelle est si puissante, pourquoi les personnes les plus expressives continuent, elles, de perdre? Pourquoi les personnes les plus réactives se font-elles sans cesse de jouer? Pourquoi la personne qui ne tressaille jamais, qui ne se précipite jamais, qui ne vous montre jamais son jeu, pourquoi cette personne gagne-t-elle presque toujours? Parce que ce que le monde vous a vendu comme de l'intelligence émotionnelle est en réalité de la représentation émotionnelle. Et la représentation émotionnelle est la chose la plus dangereuse que vous puissiez faire dans un monde rempli de personnes qui savent vous déchiffrer. Chaque fois que vous réagissez vraiment, vous remettez à quelqu'un le plan de votre esprit.